Si l'on en croit les grandes déclarations de Nicolas Sarkozy, c'est un peu comme si Mitterrand avait laissé tomber l'abolition de la peine de mort ou Obama sa couverture santé, tant notre président semblait avoir pris à cœur les engagements signés en 2007 avec le pacte écologique. Le premier, c'est faire un grand ministère de l'environnement, numéro 2 du gouvernement. C'est fait. Le deuxième, c'était la création de la taxe carbone. Je ne comprends pas comment on peut avoir signé le pacte de Nicolas Hulot au printemps 2007 et aujourd'hui renier sa parole et ne pas faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Je l'ai signé, je le fais. C'est une question d'honnêteté. Et pourtant, 6 mois plus tard, c'est l'abandon en rase campagne. Dommage collatéral des régionales, la taxe carbone est reportée à une hypothétique décision européenne, au désespoir de Chantal Joanneau et de Michel Rocard, président de la commission chargée de sa création. On va tout de même pas laisser la planète devenir doucement une poêle à frire dans laquelle la vie deviendra impossible. D'accord, c'est lent, c'est pour dans 10 ou 12 générations, mais dans une dizaine d'années, pour les gens qui prendront du retard dans le combat contre le climat, on parlera de crimes contre l'humanité. Seulement voilà, après l'échec du sommet de Copenhague et le rejet de la taxe carbone par le Conseil constitutionnel en décembre dernier, l'écologie présidentielle a pris du plomb dans l'aile. Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. Une petite phrase pour les agriculteurs qui en dit long sur la tambouille électorale dénoncée par Nicolas Hulot. Ce qui est contradictoire, c'est qu'on a un mouvement écologiste qui s'est développé depuis des années et qui, là, arrive à des niveaux qu'il n'avait pas auparavant. Et en même temps, on a, depuis 2007, une majorité de droite en place qui fait une ouverture à l'écologie, ce qui est une surprise, on ne s'y attendait pas du tout. Donc la question, est-ce que ça veut dire que le fait de faire cette ouverture à l'écologie va rapporter des voix à l'UMP, à la majorité de droite? Ben, curieusement, non. On a vu ça dans les 2 dernières élections. Les électeurs écologistes, ils ont voté pour Europe Écologie. Donc il n'y a pas de gain politique considérable de ça. D'ailleurs, en ces temps de crise et d'écolo-scepticisme, on ne peut pas dire qu'il y ait grand monde pour regretter cette taxe à laquelle personne ne semble avoir rien compris. Les 200 € qu'on vous donne, ça peut être plus que vous n'avez dépensé parce qu'en fait, en ayant justement réussi à faire des économies d'énergie, eh bien, vous y arriverez. Je suis d'accord. C'est l'usine à gaz carbonique, là. Mais non. Le problème, c'est que l'usine à gaz carbonique, aujourd'hui, c'est notre planète et que ce manque de pédagogie risque de nous coûter très cher. Tous les économistes qui se sont, au niveau mondial, qui se penchent sur cette question, concluent à la même chose, qui est que les gaz à effet de serre n'ayant pas de prix, n'ayant pas de coût pour ceux qui les émettent, ils n'ont aucune raison de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc il va bien falloir que dans le système économique, les pollueurs payent quelque chose en fonction de leur pollution. La fiscalité verte étant l'axe majeur de la lutte contre le réchauffement climatique, que restera-t-il du Grenelle de l'environnement après son abandon? Réponse en mai, lors du vote de la loi Grenelle 2. Noël Mamère, Benoît Hartmann, bonsoir. On vient de voir un reportage de Céline Joly à partir de la polémique qui a entouré l'abandon par le gouvernement de la taxe carbone, qui était une mesure emblématique, on va dire, du Grenelle de l'environnement et qui avait été présenté par notre président comme un élément essentiel de la révolution verte et même du New Deal économique. Alors on se demande, après de telles ambitions et une façon d'en rabattre, s'il ne faudrait pas enterrer le Grenelle de l'environnement. Alors j'ai souhaité en parler avec vous. Alors vous, Noël Mamère, député vert, maire de Bègles, vous avez été journaliste pendant une trentaine d'années, vous êtes nouvellement avocat. Vous êtes avocat depuis quelques temps. Oui, enfin, je suis un avocat qui a procédé à 3 plaidoiries, mais des plaidoiries bénévoles dans le prolongement de mes combats politiques. Alors, vous avez aussi souhaité, à la suite de l'abandon de cette taxe carbone, qui est l'organisation d'un Grenelle alternatif. Alors, quand on entend une proposition comme ça, est-ce qu'on peut dire qu'il est déjà enterré, le Grenelle de l'environnement? Écoutez, je pense que le Grenelle de l'environnement, c'est devenu une sorte d'astre mort, car il a été complètement siphonné de l'essentiel de ce qu'avaient proposé ceux qui étaient venus avec beaucoup de sincérité autour de la table. La taxe carbone, c'est ce qui est effectivement de plus emblématique dans cette espèce de dépouillage littéral du Grenelle de l'environnement. Donc nous allons être appelés à nous prononcer sur le Grenelle 2. C'est la deuxième loi qui concerne le Grenelle de l'environnement. Donc la mise en œuvre du Grenelle 1 à partir du mois de mai. Le Grenelle 2, c'est la partie, c'est le dur, c'est là où on vote, où on vote les grandes, on vote l'argent qui sera nécessaire à un certain nombre d'initiatives. Et je crains qu'effectivement nous soyons appelés à voter sur un astre mort. D'accord. Vous, Benoît Hartmann, vous êtes membre de France Nature Environnement, donc la Fédération des associations de protection de la nature, créée en 1968. Vous avez votre badge avec vous, comme tout bon militant. Et vous êtes chargé du suivi
du Grenelle de l'environnement. Alors, est-ce que vous allez être au chômage bientôt? Est-ce qu'il faut enterrer ce Grenelle de l'environnement? Je crois que vous n'êtes pas du même avis que Noël Mamère. Non, on n'est pas du même avis. Nous, on considère que le Grenelle a pris un coup dur. La taxe carbone, l'abandon de la taxe carbone, c'est un coup dur. Mais pour vous donner une idée, moi, je considère que c'est les morts qu'on enterre. Et que là, on a un moribond. Un moribond, ça se soigne. Et nous, on a l'habitude que quand on nous met dehors par la porte, on revient par la fenêtre. On renonce pas à une fiscalité environnementale qui prenne en compte tous les impacts. Et c'est pas parce que ce coup-là, on a perdu une bataille que la guerre est perdue. D'accord. On va voir un petit peu comment on va aborder le débat. D'abord, revenir sur la taxe carbone. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi on a le sentiment qu'en abandonnant la taxe carbone, c'est l'essentiel du dispositif du Grenelle environnement qui a été abandonné? D'abord, je préfère qu'on parle de contribution climat-énergie. Ça repose sur le principe de dire je vais taxer les pollueurs et cet argent, je vais l'utiliser à faire de la redistribution sociale, entre autres, et je vais, par exemple, lutter contre la précarité énergétique. Je vais utiliser une partie de l'argent des pollueurs pour indemniser les polluer, en quelque sorte. C'est aussi un outil de redistribution. C'est pas seulement un outil de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un outil de redistribution sociale. Juste un point de vocabulaire. Est-ce que vous ne croyez pas que cette contribution climat-énergie a perdu la bataille des mots, la bataille sémantique, quand elle est devenue la taxe carbone? C'est possible, mais c'est pas une taxe. Oui, parce qu'une taxe, ça revient dans les caisses de l'État. Or, même la taxe telle qu'elle était proposée par le président de la République était un système fiscal qui n'allait pas dans les caisses de l'État, qui a été redistribué entièrement à ceux qui sont dépendants d'un certain nombre des énergies fossiles. Le principe de la contribution climat-énergie, c'est pas une nouveauté. Ça existe depuis 1993 en Suède. Mais la Suède n'est pas le seul pays à appliquer ce qu'on appelle la taxe carbone, qu'il faut appeler la contribution climat-énergie. L'Allemagne, le Danemark et la Finlande. Et la Suisse aussi. Alors, voilà. Je voudrais juste dire également, pour bien montrer l'importance de cette contribution climat et énergie, c'est que dans l'esprit, je vais dire de Nicolas Hulot dans sa proposition, elle devait être progressive pour réaliser une sorte de pédagogie et une transition vers... Elle doit être progressive pour inciter les pollueurs à s'équiper dans leur production industrielle d'outils qui vont moins polluer. Donc par exemple en Suède, ça a commencé, je crois, à 32 €, ça en est à 100 maintenant. Et quand les industriels et les habitants savent qu'il y a une progressivité, ils s'organisent en fonction de la progressivité de cet impôt. Alors je vais vous poser une autre question. Est-ce que la taxe carbone ne pousse pas à la délocalisation? Je m'explique. À savoir que, par exemple, aux États-Unis ou en France, on consomme des produits qui sont fabriqués de plus en plus à l'étranger. Et notre consommation carbone, notre empreinte carbone est faible, alors qu'on fait fabriquer à l'extérieur. Est-ce que ça, c'est pas un danger, Noël Mamère? Oui, bien sûr. Ça fait partie de ce que l'on appelle les clauses environnementales et les clauses sociales que l'on doit introduire dans les marchés. Donc ça devrait être le rôle de l'OMC. Sauf que l'Organisation mondiale du commerce, qui est censée être un tribunal, règle le marché par le marché et n'introduit pas des règles d'éthique et de droit. Donc il y a toute la bagarre qu'il faut mener avec l'Organisation internationale du travail sur la condition de ceux qui travaillent dans ces pays et qui fabriquent des produits que nous consommons, et que nous consommons de manière assez obsessionnelle. Il y a la question effectivement de la clause environnementale et puis il y a la question de notre mode de vie et de notre mode de consommation qu'il faut faire évoluer, bien évidemment. Il n'y a pas que le carbone. Il n'y a pas que le carbone. Dans le commerce international, on évoquait ça. On peut très bien envisager une modulation de la taxe carbone, par exemple en fonction des filières. Je m'explique. J'ai une filière équitable ou bio qui vient du même pays. Et j'ai une filière qui est plutôt pas très clean. Je pourrais décider aux frontières de faire un système de régulation qui va inciter au comportement vertueux, qui va favoriser certaines filières, pour lequel je vais considérer que mon bénéfice social et mon bénéfice en termes humains est supérieur au coût carbone. C'est-à-dire que je vais réfléchir en entier. Attendez, moi je vous arrête parce que c'est pas du tout ce qui se passe. Et c'est même une des raisons pour lesquelles, la taxe carbone a été retoquée, c'est le nombre d'exemptions. C'est-à-dire aussi bien pour les transports, aussi bien pour l'agriculture. C'est pas les mêmes exemptions. Oui, bien sûr. On ne parle pas de la même chose. Vous parlez de la taxe Sarkozy. Oui, non, mais d'accord, mais justement, mais c'est quand même de là qu'on est parti et du Grenelle de l'environnement. Attendez, la taxe Sarkozy, elle n'existe plus. Le Conseil constitutionnel l'a censurée. Il l'a censurée pour des raisons très simples qui sont quand même normales de la part d'un Conseil constitutionnel. C'est qu'effectivement, il y avait une inégalité devant l'impôt. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'était normal que cette taxe soit censurée. Mais c'est pas parce que la taxe est censurée qu'on décide comme
comme ça de la rayer d'un trait. Non, mais c'est pour savoir. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, il y a un parlement pour ça. On est les représentants du peuple. Il y a des associations. On peut travailler ensemble à essayer de trouver une formule de contribution climat-énergie qui va permettre d'être socialement juste. Mais la fiscalité environnementale, non, mais clairement, la fiscalité environnementale, pour nous, de toute façon, elle va arriver. Donc, est-ce qu'on va attendre de se la prendre en plein dans les dents et où ça sera douloureux, ou est-ce qu'on va être un petit peu en avance et qu'on va garder encore les marges de manœuvre? Mais vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que ça se fait dans le cadre du Grenelle de l'environnement, ce que vous proposez, ou hors du Grenelle de l'environnement? Pourquoi pas, si le Grenelle de l'environnement a encore un sens? Et il n'y a pas que le Grenelle de l'environnement dans les outils démocratiques qui sont à notre disposition dans notre pays, qui est encore une démocratie. Il y a un Parlement avec des représentants du peuple. Il y a des choses qu'on ne discute pas dans ce Parlement. Par exemple, dans ce Parlement, on ne parle pas du nucléaire. On n'a jamais débattu du nucléaire. Le nucléaire, d'ailleurs, il faut quand même le dire à ceux qui nous écoutent, il a été exclu du Grenelle de l'environnement. Donc venir nous raconter aujourd'hui que le nucléaire ne produit pas d'effet de serre alors qu'on ne traite pas du tout la question des déchets et du coût du traitement des déchets et du démantèlement des centrales, c'est une manière de mensonge d'État. Donc il faut aussi dire les choses clairement. Oui, c'est vrai que ce Parlement, il est un peu oublié, mais la vertu du Grenelle de l'environnement, c'était précisément de mettre des gens autour de la table. Mais ces gens qui sont autour de la table, il faut encore des copains comme France Nature Environnement qui y croient encore, mais ils croient qu'ils vont pouvoir remettre le moribond lentement sur ses pieds. Vous les trouvez naïfs? Vous les trouvez naïfs? Non, ils ne sont pas naïfs. Ils sont dans leur rôle. Parce qu'ils croient, très sincèrement, qu'on peut encore tirer quelque chose de ce Grenelle de l'environnement. Non, la Fondation Nicolas Hulot s'en est retirée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot? Écoutez, Nicolas Hulot, il fait signer le pacte écologique au candidat à la présidentielle. Tout le monde le signe. Il est l'initiateur, il faut le dire, de la contribution climat-énergie. Il est l'initiateur du Grenelle de l'environnement. Il voit que ce Grenelle de l'environnement est bafoué mois après mois et que l'écologie et l'environnement qui devraient être au cœur des politiques publiques sont aujourd'hui devenus une variable d'ajustement des difficultés politiques d'une majorité. Nicolas Hulot, il est comme tout le monde, il n'a pas envie d'être humilié en permanence, donc il dit au revoir. On a l'impression que la position s'est un petit peu, disons, nuancée. Assouplie. On va dire qu'elle s'est légèrement assouplie. Clairement, nous, l'impression qu'on a eue plutôt... Vous comprenez? Vraiment, oui, mais bien sûr qu'on le comprend. Enfin, c'est identitaire pour la FNH. La Fondation Nicolas Hulot, elle s'est constituée autour de cette idée, autour du pacte écologique. Nous, forcément, on comprend et on partage, et c'est douloureux. Mais pour autant, le Grenelle de l'environnement, on ne peut pas le résumer à une taxe carbone. Enfin, il s'est passé beaucoup d'autres choses, et honnêtement... Il y a eu 273 mesures. Voilà, et on ne considère pas pour nous, en agriculture, en transport, enfin, plein de questions évoquées, et on ne considère pas pour nous, d'abord, que c'est l'alpha et l'oméga de l'environnement, parce qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes avec de Grenelle, très clairement. En revanche, c'est un minimum. Donc il va falloir passer par cette étape-là pour ensuite passer à quelque chose de plus ambitieux. Mais on considère qu'il faut d'abord coincer le pied dans la porte. Moi, je vais vous poser la question de l'écologie politique. J'entends ce que dit France Nature Environnement, j'entends ce que dit mon pote Hartmann, mais moi, j'y crois plus au Grenelle de l'environnement, c'est clair. C'est une victoire du MEDEF, c'est une victoire de ceux qui ne voulaient pas... Des lobbies? Oui, de grands lobbies, oui. Et d'ailleurs, regardez, premier geste politique après les élections régionales, le président de la République rend visite à qui? Aux céréaliers. Les céréaliers, ce sont ceux qui, aujourd'hui, sont les principaux ennemis de l'agriculture paysanne, qui bénéficient le plus des subventions européennes. Et c'est à ceux-là qu'il est allé rendre visite. C'est un geste très politique. Mais vous avez encore... Attendez, Noël Mamère, je vais vous arrêter. Oui. Est-ce que vous voulez dire que tout ce Grenelle, l'environnement, n'était qu'une manœuvre politique pour capter l'électorat vert? Je pense que ça c'est clair, que pour le président de la République, le Grenelle de l'environnement, et quand il nous jurait la main sur le cœur qu'il allait sauver les montagnes, les forêts et les paysans, et que la taxe carbone c'était une révolution aussi importante que l'abolition de la peine de mort ou la fin de la colonisation, faut quand même pas prendre les Français pour des imbéciles, et ils finissent par s'en apercevoir. Le président de la République, il s'est aperçu que les électeurs écologistes préféraient l'original à la contrefaçon. Et il en a tiré une conclusion rapide, plutôt que de regarder ce qui se fait aux États-Unis, plutôt que de regarder ce qui se fait en Allemagne, plutôt que de regarder ce qui se fait en Angleterre avec le board of governors et le rendre indépendant. À la rigueur qu'il ait fait un Grenelle pour des mauvaises raisons. Je peux l'entendre, mais moi, peu m'importe, le Grenelle... Moi, j'entends ce qu'il dit. Peu importe, c'est-à-dire que nous, à la rigueur, ce qu'il fallait saisir l'occasion, c'est qu'ils nous ont mis autour de la table. Oui. Donc nous, on considère que le Grenelle, c'est ce qu'on va en faire. Et on considère que c'est un processus itératif. On ne va pas arrêter. C'est-à-dire que c'est pas après le vote de la loi au 6 mai qu'on va s'arrêter, parce qu'on sait qu'il y a des choses sur lesquelles on va gagner, et heureusement, parce qu'on se bat et on se bat fort pour gagner sur des problématiques agricoles. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir été instrumentalisé, c'est tout ce que je vous demande.
on est dur à instrumentaliser. On est 3000 associations de terrain, on est vraiment dur à instrumentaliser. Je vous assure qu'on a une base qui est tonique et qui nous rappelle à nos objectifs de façon très régulière. Mais honnêtement, nous on considère que c'est pas fini parce que tant qu'on est dedans, c'est pas fini. Et si on quitte la table... Alors ils vont y arriver, Noël Mamère, ils vont pas y arriver. Si on quitte la table, il reste que les lobbies. Je respecte beaucoup et j'admire la détermination et l'engagement de Benoît et de ses amis. Je crains que malheureusement, France Nature Environnement, Benoît et ses copains gagnent sur la périphérie et non pas sur le cœur du Grenelle de l'environnement qui a déjà été vidé. Expliquez à Noël Mamère comment vous allez y arriver, parce qu'il est un peu pessimiste. Alors, nous clairement... jusqu'à nouvel ordre, c'est plutôt nous qui allons essayer d'y arriver. Oui, bien sûr, mais comment les associations peuvent se situer? Clairement, pour les ONG, nous, on n'attend pas des autres qui fassent le Grenelle. Alors, à notre place, parce que nous, on a déjà pris notre bâton de pèlerin et on est déjà dans les territoires en train de dire, vous savez ce que c'est la HVE? La HVE, la haute valeur environnementale, c'est essayer d'évaluer la performance environnementale d'une exploitation en fonction du nombre d'intrants. Tous les intrants, ça veut dire le pétrole, ça veut dire les pesticides, ça veut dire tout ça. C'est une autre approche, c'est une approche nouvelle. Et donc, nous, on a pris notre bâton de pèlerin pour aller expliquer à des agriculteurs que c'est leur intérêt financier et que c'est l'intérêt de la terre qu'ils vont transmettre. Et donc, on est dans une logique où on est extrêmement proactif. Et nous, on accompagne partout nos associations pour qu'elles soient partie prenante du PCT et qui disent on y va. Mais on a l'impression que vous êtes très... On va vous regarder cette énergie, qu'elle vous fait plaisir, qu'elle vous fait du bien. Vous avez de cette belle énergie aussi, et vous y croyez aussi, parce qu'on a le sentiment que d'un côté, il y aurait des associations qui y croient encore à travers ce Grenelle de l'environnement, et de l'autre côté, non, mais on croit le monde notre univers ne se limite pas au périmètre du Grenelle de l'environnement. D'accord, donc... Je pense qu'on c'est quoi l'avenir alors du Grenelle de l'environnement? C'est quoi l'avenir pour vous? Le Grenelle de l'environnement, il aura peut-être été une étape qui aura contribué indéniablement à faire prendre conscience à l'opinion publique de l'urgence écologique. Si déjà on a gagné ça, c'est important. Et puis je pense que de toute façon, vous voyez, il suffit de regarder le paysage politique de notre pays, de voir quel est aujourd'hui le poids des écologistes et l'attente qu'il y a de la part de la société, pour se dire qu'aucun parti politique ne peut ignorer cette attente. Qu'est-ce que vous espérez là pour l'avenir proche, après ce Grenelle 2? Pour l'avenir immédiat, c'est un Grenelle 2 qui soit le plus ambitieux possible. Honnêtement, le départ de Nicolas Hulot joue dans ce rapport de force et joue plutôt à notre faveur. C'est-à-dire qu'on est d'autant plus écouté qu'il y en a un qui a quitté le bateau en partie. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est pour l'avenir immédiat. Mais le Grenelle, pour nous, c'est l'avenir. C'est pas... Là, on ne va pas résoudre tous les problèmes d'environnement de la France en un coup. Donc il ne faut pas le jeter à la poubelle. Non, il faudra qu'en tout cas cette discussion, cette manière de gouvernance, cette manière de, de dialogue environnemental continue. Et il faudra, parce que de toute façon, on ne peut plus en faire l'économie. Encore une fois, on part du principe que si on ne le fait pas de façon proactive, ça va nous tomber sur le coin de la figure et il sera trop tard. C'est le rapport Stern. Le rapport Stern qui dit que si on ne fait rien, ça va nous coûter des millions d'euros. Donc autant pratiquer une politique de prévention. Mais moi, je doute de la sincérité de ce gouvernement. Je respecte l'enthousiasme de Benoît, pas du tout. Bon, respectons les enthousiasmes, vous avez raison. Je crains fort que quand on ne remet pas en cause le bouclier fiscal, quand on ne remet pas en cause la fiscalité dans notre pays et qu'on ne donne pas sa place à la fiscalité écologique, c'est difficile de mettre en place une politique écologique. Alors, je dirais, messieurs, pour prendre l'expression québécoise, on lâche pas la patate, c'est ça? On lâche pas la patate une fois. Alors, je vais me permettre de vous offrir à chacun une bande dessinée. Poisson Pilote fête ses 10 ans. Vous avez les fables de la poubelle. Je me permets de vous les offrir. Et pour vous, Noël Mamère, Back in Town, ce sont des gens qui ont vécu à la campagne et qui trouvent que la ville, quand même, il serait bon d'y retourner. C'est Barrault et Hubèche. Voilà. C'est bien la ville, bien sûr. Absolument. Messieurs, en tout cas, merci et bonne lecture.